Donc on est absolument ravis par contre d'accueillir une personnalité pour nous qui compte et un réseau qui compte, le Secours catholique. Merci beaucoup Véronique Fayet d'avoir accepté notre invitation en tant que présidente du Secours catholique. Alors on va vous donner la parole parce qu'il s'est passé des choses importantes dans les 2 semaines qui viennent de se passer, notamment le premier comité interministériel de lutte contre la précarité alimentaire. Nous étions beaucoup à attendre pour répondre aux enjeux. Vous y étiez, vous êtes intervenu avec force. Donc peut-être nous redire quel est le contexte de ce comité et quelle vision a le Secours catholique de cette question de l'alimentation dans le contexte de rentrée sociale, de l'observation de la précarité que vous avez, vous, comme dans vos missions. Et puis, cette semaine, il y a eu un autre événement très important, c'est l'extension de la loi Territoire zéro chômeur, sur lequel vous êtes également un acteur fondateur, cofondateur ou animateur de ce dispositif. Donc, cette rentrée semble quand même fort intéressante et paradoxale. Donc, vous allez nous dire voilà, votre analyse et vos questionnements par rapport à tout ça. Et puis, on redonnera peut-être la parole à Éric et Dominique pour vous dire aussi leur réaction sur ces sujets. Merci. Alors, bonjour à tous. Oui, moi aussi, je suis très heureuse de me retrouver avec vous dans cette petite communauté que je fréquente depuis longtemps, puisque avec Éric, nous sommes des amis de presque 30 ans. Hein. Oh là là, ça ne rajeunit pas. Donc, j'ai un passé d'élu local dans la ville de Bordeaux, où les jardins d'aujourd'hui, à l'époque portés par Éric et Franck, faisaient leur début au pied des grandes tours du quartier des Aubiers. Voilà, donc c'est un long compagnonnage où on a appris ensemble, on a cherché ensemble, on a innové ensemble. Et donc maintenant, je ne suis plus du côté des élus locaux, je suis du côté associatif avec le Secours catholique. Et donc, 3 ou 4 de mes collègues là, qui sont là aussi. Voilà, alors donc, pour dire un mot sur l'actualité, je pense que cette crise, à la fois, c'est un danger, bien sûr, et puis c'est une chance. Hein. Bon, vous savez que les Chinois, pour l'idéogramme qui permet d'écrire le mot crise, c'est l'addition de 2 idéogrammes, l'un qui veut dire chance et l'autre qui veut dire chaos. Donc, bon, je commencerai par le chaos ou le danger pour l'évacuer rapidement. Le danger, c'est qu'effectivement, les distributions alimentaires sont revenues massivement, ont paru indispensables, parce que justement elles s'arrêtaient dans certains endroits et parce qu'il fallait les rétablir dans des conditions difficiles. Et avec le grand risque, du coup, avec la crise, de voir les distributions alimentaires augmenter en flèche, augmenter massivement, parce que la pauvreté va augmenter, c'est une certitude. Voilà. Et justement, en ouvrant le comité de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire, le ministre Olivier Véran a donné le chiffre de 8 millions de personnes. Alors, nous, on était un peu en retard. Il y a les chiffres de l'année dernière, c'était 5,5 millions, entre 5 et 6 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. Là, lui a donné le chiffre de 8 millions. Donc, ça veut dire que ça a déjà beaucoup augmenté. Donc, c'est absolument incroyable de se dire que, voilà, on donne ce chiffre, plus de 10% de la population française qui dépend de la distribution alimentaire. Voilà. Donc ça fait partie des dangers, et c'est un des dangers qu'il peut y avoir dans ce comité, c'est de mieux coordonner cette distribution alimentaire pour qu'elle soit plus performante et qu'il y en ait toujours plus. Et on a bien vu dans la réunion que c'était un des objets de la réunion. Et puis du côté de la chance, on a vu aussi des choses nouvelles naître. Nous, au Secours catholique, on a eu beaucoup d'initiatives locales très intéressantes qui sont nées. Donc Marie ou Laurent pourraient vous en parler plus savamment, mais je parle juste du Jura, par exemple, où on avait d'un côté des familles qui n'avaient plus accès aux distributions alimentaires habituelles, et surtout il n'y avait plus aucun produit frais, et puis de l'autre des producteurs du Jura qui n'avaient plus de débouchés parce que les restaurants étaient fermés, les cantines scolaires étaient fermées, etc. Donc 2 populations en grande difficulté qui, par le jeu de connaissances personnelles, interpersonnelles, ont travaillé ensemble et ont pu faire en sorte qu'il y ait des liens qui se créent entre le groupement des producteurs du Jura et des personnes en difficulté, et des choses qui sont nées pendant la crise et qui vont durer autour de la production, autour de
de l'accès à des produits de qualité, et puis autour de la cuisine, ils ont commencé à s'échanger des recettes de cuisine, voilà, avec toutes les difficultés qu'il y a, parce qu'on ne peut pas vraiment se voir, c'est compliqué de cuisiner ensemble, mais bon, on voit qu'il y a des choses absolument formidables, et dans plein d'endroits, il y a des choses formidables qui se sont inventées. Donc voilà, il y a beaucoup aussi de signes d'espérance, de choses qui ont envie de bouger. Et donc, alors, ce comité, donc installé en grande pompe par donc Olivier Véran, ministre de la Santé à 80% et à 20% de la solidarité, c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Il y avait donc Julien de Normandie, le nouveau ministre de l'Agriculture, et Emmanuelle Wargon, qui est la ministre du Logement, qui est rattachée au ministère du Développement durable, mais là, elle avait un peu oublié son lien développement durable, et elle était surtout là pour le logement. Donc on voit bien que, et puis il y avait de nombreuses associations, plutôt les banques alimentaires, les Restos du Cœur, Secours Populaire, puis il y avait deux intrus, Cocagne et Secours Catholique, qui avaient une parole un petit peu dissonante, quoi. Parce qu'évidemment, par exemple, les banques alimentaires ont beaucoup insisté sur l'importance de la coordination de la ramasse. Ben oui, c'est leur sujet numéro 1, que les associations échangent leur calendrier pour ne pas ramasser le même jour dans les supermarchés. Bon. Nous, on a exprimé des choses un peu différentes. Alors, sur un point en particulier, enfin sur plusieurs points, mais le premier point, parce que c'est Julien de Normandie a attaqué là-dessus, il a dit, bon, il faut qu'on améliore les dons alimentaires, donc faits par les entreprises, et le système de défiscalisation, etc. Donc, voilà. Donc, lui, c'est ce qu'il a nommé en premier. Donc effectivement, j'ai essayé d'exprimer un désaccord. Il était déjà parti, malheureusement, quand je me suis exprimé, parce que, bon voilà, les ministres, ils ne restent pas toujours jusqu'au bout des réunions. Bon, en même temps, il avait sûrement des impératifs. Voilà, en essayant de dire que nous, c'est justement un des points d'attention, et même vraiment plus qu'un point d'attention, un point de plaidoyer sur lequel il faut qu'on réfléchisse, parce qu'effectivement, on pense que distribuer les surplus alimentaires, d'abord c'est indigne, parce que pourquoi est-ce que les pauvres auraient toujours les produits en bout de chaîne? En discutant ce matin là, avec mes amis du Secours Catholique, là, en plus j'ai appris que au moins 20% de ces biens finalement partent à la poubelle parce qu'ils sont pourris. Donc les entreprises gagnent de l'argent, sont défiscalisées sur des denrées pourries. Et puis, alors, donc ça c'est déjà le problème à court terme, qui est illogique, qui est indigne. Voilà. Et puis le problème de fond, c'est que, enfin vous le savez bien, c'est que ça encourage la surproduction alimentaire. Puisque, alors moi, ma référence c'est Laudato Si, vous en avez peut-être d'autres, mais il me semble me souvenir que dans Laudato Si, le pape François dit qu'il y a un tiers de la production alimentaire mondiale, donc produits finis, qui termine à la poubelle. C'est considérable, on a du mal à l'imaginer. Un tiers, donc ça veut dire qu'on pille la planète pour rien. On dépense de l'énergie, de l'eau, voilà, des tas de trucs pour rien. Donc le problème de fond, il est là, donc ça c'est un problème compliqué, mais sur lequel il faut qu'on travaille. C'est un travail de moyen et long terme qui implique les agriculteurs, les distributeurs. Bon voilà, c'est un problème long et de grande envergure, un problème économique, un problème de filière économique. Donc bien évidemment, il faut qu'on s'y attaque. Mais il y a aussi le problème de très court terme et ce que j'ai dit au ministre, le problème du coût que cela représente, puisqu'il y a un rapport de l'IGAS l'année dernière qui dit qu'en la matière, l'État est un payeur aveugle. Alors ça, les ministres n'aiment pas quand on leur dit ça, mais c'est-à-dire que ça coûte de l'argent, évidemment, à l'État, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas. Donc ça parle dans la masse des budgets. Donc voilà, donc on a un désaccord de fond là-dessus. On a un autre désaccord de fond, évidemment, sur la nécessité, enfin sur le fait de refuser d'augmenter indéfiniment les distributions alimentaires. On veut faire autre chose, on veut faire autrement, et on demande que la coordination que l'État veut mettre en place, parce que c'était un comité de coordination, très bien, on a dit super, se coordonner au niveau national, bien, mais surtout au niveau local. Si les services de l'État
où des grandes municipalités ou un CCAS se disent on va coordonner l'aide alimentaire, la question alimentaire sur notre territoire, formidable, mais nous on ne veut pas coordonner seulement la récolte et la distribution des surplus alimentaires et des banques alimentaires, etc. On veut coordonner l'émergence de projets nouveaux. Donc peut-être à travers les programmes d'alimentation territoriaux, avec d'autres initiatives. C'est ça qu'on veut. On veut coordonner l'accès digne à l'alimentation. On veut coordonner des initiatives nouvelles. On veut qu'il y ait du financement pour des initiatives nouvelles. Et donc ça, c'est pas gagné. Et notamment, on veut le faire avec les personnes en précarité. Et autant au niveau national, c'est pas jamais très facile d'inviter des personnes qui ont cette expérience de la précarité, qui ont l'expérience de la queue dans les distributions alimentaires. Au niveau national, c'est un peu compliqué, mais au niveau local, c'est non seulement possible, mais indispensable. Donc ça, effectivement, c'est toujours une idée que j'ai émise là, pendant le comité. C'est toujours une idée qui entraîne beaucoup de hochements de tête. Tout le monde trouve ça formidable. Mais après, dans les conclusions, par exemple, la directrice de la DGCS ne l'a pas du tout repris. Donc il faudra vraiment être vigilant pour qu'au niveau départemental, on impose la participation réelle et vraiment dans des groupes de travail de personnes qui ont cette expérience et qui savent très bien ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Donc il y a un enjeu très fort. Donc nous, on va rester, Secours catholique, là, Marie Hydric va nous représenter dans un groupe de travail au niveau national. Et on va s'accrocher parce que, si j'ai bien compris, il y aura 3 associations, Secours catholique, les Restos du Cœur et les banques alimentaires. Donc on ne va pas être forcément d'accord, mais on va y être quand même, justement pour défendre notre point de vue, pour défendre nos convictions communes, voilà, pour pas qu'on se laisse entraîner dans la distribution alimentaire à tout va et à tout craint. On a une promesse peut-être d'être écouté, enfin ça aussi, il va falloir être très vigilant, puisque Olivier Véran nous a annoncé qu'il y avait 100 millions pour les associations, pour améliorer le travail des associations, donc on a dit bah, super. Et moi, j'ai demandé à ce qu'on soit associé à l'élaboration du cahier des charges de l'appel à projet. Parce que, dans ce qu'on a compris, c'était que c'était pour améliorer le fonctionnement, l'efficacité, les systèmes informatiques des banques alimentaires, des distributeurs de nourriture, etc. Donc si on veut pouvoir, avec cet argent, bon, 100 millions, c'est pas énorme, mais enfin, ça fait un petit peu d'argent quand même, pouvoir financer des projets très innovants sur les territoires, comme ceux que vous portez les uns et les autres, il faut vraiment que ça soit inscrit dans l'appel à projet. Il faut qu'on soit très vigilant. Et donc, Marie, qui sera dans le groupe de travail, sera mandatée par vous tous pour veiller à ce qu'ils tiennent bien leur promesse de dire qu'on va pouvoir mettre dans cet appel à projet des choses qui portent des initiatives nouvelles, des initiatives plus respectueuse des gens qui veulent sortir de cette aide alimentaire. Je fais aussi un petit compliment, un petit pas de côté pour dire que effectivement dans ce comité, j'ai aussi rappelé que le problème d'accès à l'alimentation, c'était d'abord un problème de revenus pour les gens. Parce que si les gens avaient des revenus dignes, et avaient des revenus tout court, ils ne seraient pas obligés d'aller à l'aide alimentaire. Et donc c'est quand même le même ministre, M. Olivier Véran, qui est chargé de cette question-là. Et il faut bien reconnaître qu'actuellement, sur toute la bataille que l'on mène avec d'autres associations, avec le collectif Alerte, etc., pour une augmentation des minima sociaux, elle tombe dans un vide sidéral. Or, la crise a précisément montré que ces minima sociaux sont insuffisants. On a bien compris pendant la crise, ça sautait à la figure, que les gens qui ont le RSA, ils ne survivent que parce qu'ils ont à côté un petit boulot, si possible au noir, ou en tout cas qui ne déclarent pas trop, parce que sinon on va leur amputer leur RSA. Des systèmes D, un peu de distribution alimentaire, quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Ils ne survivent que comme ça, parce que le RSA est insuffisant. Donc la preuve est faite par cette crise, mais malgré tout, le discours ne change pas.
voilà, il faut remettre les gens au travail, c'est par le travail qu'on va sortir de la pauvreté. Oui, mais bon, il n'y a pas de travail en ce moment. Donc voilà, donc on porte aussi en même temps ce discours-là sur l'insuffisance des revenus, parce que sinon, on va quand même avoir du mal à résoudre le problème et on aura toujours cette tentation d'augmenter les distributions alimentaires, ce qui est une politique de gribouille. Enfin, il y a des économistes dans la salle qui pourraient peut-être un jour nous aider à faire cette étude macroéconomique, puisqu'en fait on refuse d'augmenter les minima sociaux parce que ça coûte trop cher, mais ailleurs on dépense des millions, on ne sait pas très bien combien d'ailleurs, pour l'aide alimentaire, les défiscalisations, etc. Après on donne aux gens des chèques énergie, parce qu'ils ne peuvent pas payer leur énergie, donc on leur donne un chèque énergie. Après on leur donne un chèque rentrée scolaire. Après, voilà, alors on donne beaucoup de petits compléments, parce que finalement c'est une façon de reconnaître que les petits revenus ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Mais on ne fait jamais l'addition de tout ça pour se dire ça permettrait de donner un revenu digne à tout le monde, et puis les gens se débrouillent. On n'a pas besoin de leur dire ça c'est pour payer votre énergie. Ils savent qu'il faut payer les factures d'eau et d'électricité, que c'est prioritaire. Donc il y a une façon tu disais de les materniser, et moi je disais de les infantiliser, quoi. De les infantiliser en fléchant des aides. Voilà. Donc on ne perd pas de vue que cette question alimentaire, elle est étroitement liée à la question des revenus et à la question du travail. Mais bon, peut-être je vais faire une petite pause s'il y a des questions, et puis on parlera après des territoires zéro chômeur. Merci, très volontiers. Je vais redonner tout de même la parole à Dominique et Eric, parce que le constat, là, vous l'avez posé, il y a donc une prise de conscience que la précarité alimentaire doit faire l'objet d'une action publique spécifique et qu'elle ne se résume pas à la ramasse, à l'aide alimentaire. Prise de conscience, des moyens sont mis sur la table, on est attendu. Voilà, sauf que nous, on n'a pas attendu ce constat-là pour faire des choses. Donc, le titre de cette plénière, c'est rendre la maîtrise aux mangeurs, puisque l'idée, c'est bien ce qu'on a dit, c'est pas de l'infantilisation, c'est pas de l'aide d'urgence, c'est comment redonner de la capacité d'agir aux personnes précaires à partir de l'alimentation. Donc, Dominique, tu vas peut-être nous rappeler, puisqu'on fête les 10 ans des paniers solidaires, brièvement, comment tout ça est apparu. Et comment vous l'avez, je vais te donner le micro, comment tout ça est apparu et comment vous l'avez expérimenté, avec aussi l'enjeu que Véronique Fayet a mis en évidence, c'est où est la place des personnes aujourd'hui dans ce processus d'émancipation par l'alimentation. Comment on l'a expérimenté, nous, dans les territoires? Oui, alors je m'appuierai peut-être un petit peu sur notre expérience, mais en fait cette expérience qui est issue de tout un processus incrémental. On n'a pas forcément décrété les choses, c'est sur le terrain qu'on essaye de réagir, et qu'avec un peu de recul, de réflexivité, on arrive à peut-être effectivement rentrer dans d'autres considérations plus globales, plus systémiques, plus exigeantes. Bon, l'aventure chez nous, c'est la même que l'aventure de la plupart des jardins de cocaïne. Quand on souscrit à cette démarche de panier, on est au départ des jardins qui essayons grâce à une complicité d'abonnés solidaires, de faire notre travail d'insertion par l'activité économique, donc cette forme de travail social qui consiste à redonner la possibilité à des gens, par l'activité, à nouveau de se réaliser. Avec toujours cette gageure quand même particulière, c'est que les institutions partenaires attendent de nous que nous remettions les gens dans un circuit qui les a un peu régurgités quand même, ou en tout cas pas acceptés d'emblée. Ce qui pose un problème, bien évidemment, quand l'économie s'emballe et commence à avoir de plus en plus des exigences intimidantes. Bon, on fait ce travail avec plus ou moins de réussite, plutôt de la réussite quand même. Et bien évidemment, à partir du moment où nous sommes un acteur de la chaîne alimentaire, naturellement, on s'est posé la question de savoir comment des gens qu'on accueille d'habitude, qui sont aussi allocataires du RSA, qui ont peut-être un petit revenu supplémentaire. 2008, ça tombe à la période de 2008, des gens qui ont les revenus de nos structures viennent travailler à nouveau sans marché. Alors, ce sont des gens un peu particuliers, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps d'aller aux permanences pour se fournir en aide alimentaire. Ce sont des gens aussi qui sont dans une démarche individuelle de sortir aussi de cette sensation d'être dans une logique de mendicité alors qu'ils sont en train de travailler. Vous voyez ? Donc ils sont dans des dispositions particulières. Et là, on se retrouve face à cette situation et de se dire, mais
bien évidemment, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est inventer un même système à côté qui ne soit pas jugeant, discriminant, stigmatisant, c'est-à-dire sur nos points relais traditionnels, d'accueillir en fait des personnes qui peuvent être en difficulté d'autonomie alimentaire, mais ils participent. Alors souvent c'est des paniers, allez, on va dire à 10 euros, ils payent eux 3 euros, le panier est exactement le même que celui d'un autre abonné lambda, c'est diffusé sur des points qui sont les mêmes points relais, enfin tout pour induire la sensation de faire des paniers à part, si ce n'est qu'effectivement, économiquement, ils ne payent que 3 euros sur 10 euros, charge au CCAS par exemple, ou à des institutions, des prescripteurs locaux, et à l'État, et là nous on bénéficie d'un soutien encourageant puisque croissant, avant même le Covid c'était croissant de la DGCS qui nous permet effectivement de cofinancer ces paniers. Alors bien évidemment, à côté de ça, l'enjeu c'est d'accompagner aussi les personnes, si j'ose dire, pour ouvrir leur chakra alimentaire. Ce que je dis est tributaire aussi de certains territoires géographiques, c'est particulièrement vrai dans le Nord par rapport aux cultures traditionnelles alimentaires du Sud, mais il faut se réautoriser, se réapproviser, se réapproprier la capacité de pouvoir effectivement incorporer des aliments dont on n'a plus forcément l'habitude. Et ce processus nous a conduit effectivement à effectuer des ateliers, et de fil en aiguille, de comprendre aussi que les questions de citoyenneté alimentaire, alors pour ne pas être dans ce mot valise, c'est-à-dire de cette possibilité de donner aux gens aussi la perspective de comprendre, à l'occasion de ces ateliers, l'environnement social, écologique, économique du modèle alimentaire qui les nourrit, ils méritent des questions, ils méritent des pas de côté, ils méritent qu'on en ait un peu plus la maîtrise. Et par cette entremise, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi pour ces personnes, donc pour tous, un sujet de reprise en main de la question du destin alimentaire de tout à chacun, grâce à quoi? À des organisations plus territoriales, et moins j'essaie de trouver un mot à la Chirac, mais je ne trouve pas. Gigantésimal, voilà. J'ai trouvé gigantésimal, ça vous va? Bon. Ça c'est plutôt royal. Moins gigantesque, sur lequel on a moins le contrôle. Et c'est comme ça que toujours de manière incrémentale, chacun d'entre nous, et certainement la plupart des gens ici dans l'auditoire, expérimentent aujourd'hui de voir comment développer des formes d'économie territoriale, d'organisation territoriale, de filière territoriale, en sorte que nous puissions diffuser, dans une approche bien comprise du modèle et dans une meilleure maîtrise du modèle, diffuser des produits, alors pour ce qui nous concerne, biolocaux, et solidaire. Alors, je voudrais quand même réagir, si j'ai encore une petite minute, sur ce comité auquel j'ai participé. Alors là, on est dans un jeu Rolling Stones, Beatles, d'accord? Moi, j'étais plutôt optimiste. Alors, c'est peut-être parce que j'étais un jeuneau dans l'histoire, mais quand je suis arrivé avec 3 ministres qui commencent à parler territoire, qui commencent à parler... Alors, vous avez certainement plus l'habitude que moi de leur double langage, ou je ne sais pas, mais moi, j'ai trouvé que c'était plutôt positif. Territoire... Qualité, qualité, qualité territoire, c'est comme ça quand même que ça l'a joué. J'ai trouvé ça très intéressant. On a bien compris que tout n'avait pas forcément changé. Les silos sont encore là. C'est-à-dire tout le monde dit la même chose, mais organisé dans des silos. Donc le challenge, je pense aujourd'hui, ça va être que tout ce mouvement d'accompagnement de cette pensée essaye de réunir ces moyens, pas additionner ces moyens, les réunir, il y a une petite nuance pour moi. Hein, et les amplifier. Je vais vous prendre un exemple pour bien se comprendre. Vous parliez à l'instant de l'aide, du gaspillage alimentaire. Moi, j'ai pas tout à fait la même lecture. On dit souvent 30% des denrées sont jetées. Mais on le dit 3 fois. Au niveau du lieu de production, c'est-à-dire chez les agriculteurs, 30%. Du coup, on pourrait imaginer qu'il reste 70% qui sont envoyés pour être consommés. On dit aussi cela, je l'ai su par l'ADEME, ici présente, qui pourra peut-être me contredire ou affiner le chiffre, que là aussi, au niveau de la grande distribution, il y aurait 30%. Donc, il y a bien une additionnalité. 30% de ces 70%. D'accord? Et on dit très souvent que le consommateur jette de son assiette 30%. Bah, moi, j'ai pas fait beaucoup le calcul, mais à mon avis, une denrée sur 2, et non pas 30% des denrées dans le monde, sont jetées.
enfin, sont gaspillés, et qui étaient destinés à l'alimentation humaine, ne sont pas destinés à l'alimentation humaine. Vous voyez, enfin, c'est juste pour être dans cette histoire d'andragogie du silo, c'est que cette approche de silo, on peut avoir une vision juste chacun, mais si on arrivait beaucoup mieux à l'amalgamer, la conjuguer, être dans cette approche multifonctionnelle de l'alimentation aujourd'hui, à l'instar de ce que fait Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Oui, je vous lance une petite, voilà, je te permets à Julien de faire une petite relance là-dessus, quand il veut. À l'instar, effectivement, de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, l'approche organique, systémique de l'alimentation nous invite à considérer les frais de santé évités, les coûts de santé évités. Voilà, maintenant, de plus en plus, on dit que contre le virus, tant qu'on ne trouve pas de médicaments, enfin de vaccins, il faut mieux se nourrir. Ça permet de renforcer l'organisme et peut-être de mieux résister par rapport au virus. Même si c'est encore très d'actualité, les questions de santé, la relation retrouvée avec la nature, les questions, voilà, multiplier effectivement les effets, regarder la conjugaison des effets, et à partir de là, inventer des modèles économiques, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans la journée, de nouveaux modèles économiques qui embrassent l'ensemble de ces fonctionnalités, qui embrassent l'ensemble de ces intérêts, pour, à l'instar de la démarche Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, montrer qu'il y a plus à gagner qu'à perdre, à souscrire effectivement à ces démarches de qualité territoriale, qui bien évidemment sont au bénéfice des mangeurs, des allocataires, des usagers de ces paniers, de ces démarches alimentaires, etc., que nous-mêmes on est ici, mais aussi ont des effets induits qui peuvent aussi intervenir sur les comptes publics. Merci Dominique. Je vais repasser la parole à Eric. Toujours la même question, rendre la maîtrise aux mangeurs. Ça fait 16 ans que tu dis que vous travaillez sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, à vrai dire, pour être tout à fait honnête, ça fait 35 ans. Mais au nom de Salutaire, ça fait 16 ans. Mais à vrai dire, l'important, c'est pas forcément les structures. C'est pas forcément les structures, mais c'est bien les mouvements et les engagements. Personnellement, je suis fils d'agricultrice, de petite exploitation de Dordogne. Donc, très hétérogène par rapport, naturellement, à l'agriculture. Et dans les années 85-86, on arrivait au bout d'une politique agricole commune qui était intéressante, c'est qui avait favorisé l'autonomie alimentaire de l'Europe, en favorisant une politique de prix, de garantie de prix aux agricultures agro-industrielles. En parallèle, petit à petit, les paysans sont devenus des agro-industriels. Les paysans qui avaient des stratégies et les ouvriers de survie et d'économie domestique sur leur jardin, on n'avait plus le temps de faire du potager. Et bizarrement, d'ailleurs, c'était les constats de l'Institut de recherche des travailleurs sociaux, dirigé par Daniel Cérézuel, qui s'excuse de ne pouvoir venir, Covid, aujourd'hui, et qui après travaillait au PADES, constataient que les personnes qu'on avait plus besoin déjà en 85-86, dans les jardins ouvriers et les jardins familiaux, ce n'était pas eux qui avaient accès. C'était ceux qui savaient avoir accès, qui avaient du réseau relationnel, du savoir-faire relationnel. Voilà. Donc on était déjà, et en parallèle, 85-86, c'est avec le rapport Schwartz, une petite révolution dans l'accompagnement du travail social, c'est l'avènement du RMI. L'avènement du RMI, moi si je vais le simplifier, c'est la notion de contrat. C'est-à-dire d'avoir une relation en binôme, et non pas condescendante, descendante, avec la personne qui avait besoin d'inclusion. Et moi, je rappelle juste quelque chose, c'est que l'exclusion vient souvent du regard des inclus. Bien sûr. Et que donc là, il y avait quelque chose qui était intéressant dans ce rapport-là. Contrat d'insertion qui a été abandonné un peu plus tard sur cette notion-là, où on est revenu à la notion d'assistance. C'est pas rien, philosophiquement, sur l'action, sur la notion d'inclusion. 85-86, c'est la naissance des Jardins d'aujourd'hui, qui est l'association qui a comment dire, précurseur de Salutaire. C'est là où, dans ce cadre-là, on s'est rencontré avec Véronique, qui était à l'époque adjoint à des affaires sociales, politique de la ville. Et du coup, où on a installé des quartiers de développement, des jardins familiaux de développement social de quartier, à la manière des petits paysans que nous avions, parce que franchement, on n'avait pas trop réfléchi. Nous, on n'imaginait pas mettre en place un projet sans discuter le coup avec les gars avec qui on va mettre en place le projet. Paraît-il que c'était révolutionnaire. D'aller discuter le coup avec les gens qui allaient jardiner, c'était révolutionnaire.
Et je dis ça, c'est toujours dans cet esprit-là, c'est qu'il y a des fois des choses qui sont assez bizarres. Il y avait, certes, ATD Carbone qui était déjà dans cette philosophie, hein, et qui a beaucoup inspiré une forme de travail social inclusive. Et encore aujourd'hui, naturellement. Moi, je pense souvent à eux. Et j'entends qu'on a créé, avec les jardins aujourd'hui, les premiers jardins d'insertion. Et maintenant, on est obligé de préciser social. Parce qu'à l'époque, les objectifs professionnalisantes étaient moins prégnantes. On avait la santé, le logement, etc. étaient moins prégnantes et les moyens du département y allaient. Pour constater quand même qu'on avait deux types de publics, que grosso modo, les travailleurs sociaux constataient que les gens qui venaient au jardin, c'était des gens qui ne s'étaient pas déclarés pauvres avant le RMI. Ils avaient déjà des stratégies, des cultures de résilience alimentaire, et ils ne venaient pas pour discuter le coup, pour savoir si la petite grenouille devait être sauvée, et je pense qu'elle doit l'être. Ils venaient bien pour avoir une résistance, une autonomie, une dignité par rapport à l'alimentation dans ces jardins. Et vous voyez, ça, c'est... on est dans les années... fin des années 80, début des années 90. Il y a un rapport qui est très intéressant, qui est le rapport Gros, 1992, au moment de la révision de la loi du RMI. Qui, je me rappelle parce que j'étais présent avec Agnès à une réunion à Avenue de Ségur, où on était les seuls à dire que c'était pas mal de fournir de la binette et des moyens pour que les gens puissent jardiner. Et que là, il y avait toutes les associations, Banque Alimentaire, Resto du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, à l'époque de l'époque, voilà. Je rappelle, je vous rappelle une anecdote, qui était plutôt sur la manière de dire, je vais faire plus de repas, je fais plus de distribution, je fais plus de distribution. Et moi, je dis, mais c'est quoi l'objectif? C'est d'en faire moins de distribution. Et donc, de pouvoir nourrir les gens en faisant moins de distribution. Alors que, visiblement, l'objectif, c'est d'en faire plus. Alors, on voit qu'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Hein. On est sur le même rapport. Et ce rapport Gros avait bien dit que, grosso modo, l'aide alimentaire servait de variable d'ajustement du revenu minimum insuffisant. Bah tiens, Véronique, on est en 2020, 92. C'est pareil. Hein, putain, ça évolue. Hein. Bon, enfin, bon, il y a encore du boulot. Je reviens donc, 95, il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre des gens qui travaillent sur les territoires et les habitats des personnes en précarité. À la fois, ben, comme nous, on était sur le terrain social, hein, et les pauvres gagneront leurs carottes à la sueur de leur front. Hein, la dignité, hein, la solidarité plutôt que la charité. Hein, et d'autres qui constataient qu'on proposait d'habitat aux plus pauvres dans les terrains pollués. J'entends chantier nature, que à l'époque, tu dirigeais. Oui. Et en 95, une rencontre, on s'aperçoit qu'en fin de compte, comment dire, l'égalité d'accès à un habitat, à un bien-être des plus pauvres, ça touchait à la fois l'environnement, le social et l'économique. On était sur ces questions-là. 96, création du réseau du jardin partagé, la terre nourricière en partage. Et du coup, là, on est sur cette dynamique-là. La rencontre des activistes environnementaux avec la rencontre des activistes à caractère social. Voilà. Et leur fusion, quelque part. Et puis, arrive quand même, et à chaque fois, comme dans les cycles, hein, toujours bio-recyclable, ce genre de choses, on arrive à un souci, je dirais, c'est qu'on s'aperçoit que le jardin, c'est sympathique, etc. Donc, il y a une orientation plutôt vers le côté social, c'est les jardins de cocagne, donc le travail des jardins de cocagne. Les jardins d'insertion sociale, ça coûte un peu trop cher, et puis ça fait du lien social. Et moi, je suis quand même constaté que oui, ça fait du lien social, de jardiner ensemble, de décider de comment on fait, etc. De chacun sa parcelle, en tout cas, des dynamiques collectives. Mais le lien social, les clubs de belote aussi en font. Le premier intérêt d'un jardin, en tous les cas pour les plus vulnérables, c'est le facteur de résistance alimentaire, la fonction alimentaire. Voilà. Et petit à petit, la politique des jardins partagés, hyper tendance. Hyper tendance. Je me rappelle un article, un petit pamphlet que Véronique avait fait sur ils sont où les plus pauvres dans les jardins partagés. Parce que grosso modo, l'accompagnement des jardins partagés, ça allait par rapport aux gens qui avaient les savoir-faire d'organisation collective, les savoir-faire associatifs. Grosso modo, c'était de plus en plus gentrifié.
Moi, j'appelle ça boboisé, mais il paraît qu'il ne faut pas le dire. En tous les cas, il y avait une vraie problématique, c'était quel type d'accompagnement, quel type de politique qui mobilise les plus vulnérables, les plus pauvres, dans la construction de quelque chose qui est essentiel pour eux. Parce que s'il n'y a pas ce type de politique, ils sont exclus de fait. Parce que les gens qui savent bien faire prennent la place, prennent la niche écologique du savoir-faire. Et donc là, effectivement, nous on constatait aussi, c'est que les collectivités publiques ne faisaient pas confiance aux associations pour mettre en place des équipements publics. On considérait les jardins, nous, comme un équipement public. D'égalité d'accès à un habitat de qualité, et particulièrement dans les quartiers difficiles, précaires, populaires. Je ne sais plus quel vocable il faut utiliser. Et du coup, on a créé, nous, la SCOP salutaire en 2004, puis on l'a transformée en SCOP, tout simplement pour faire de la maîtrise paysagère, de la maîtrise de paysages nourriciers, et d'être crédible auprès des collectivités publiques, et aussi, tout simplement aussi, c'est tout couillon, mais nos amis les assureurs refusent d'assurer une association pour avoir les garanties décennales. Donc, d'où jouer dans le droit commun en termes de prestations. Ça ne nous empêchait pas d'être des activistes, on l'est toujours. Voilà. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que l'échelle du quartier, ça ne suffit plus. Que la dichotomie entre économie marchande et économie non marchande, c'est couillon. C'est d'abord des synergies. Que grosso modo, avec le PADES, on a fait des études qui démontraient que des gens qui se mettaient à consommer des légumes, parce qu'ils avaient un petit jardin, mais ils se mettaient à en acheter. Parce qu'on a vraiment un déficit de savoir-faire en termes de jardinage. Le Français moyen, même vulnérable, jardine pour l'été, alors que les légumes coûtent cher en hiver. Il y a encore un peu de boulot de transmission technique, hein, mais bon, on va y arriver petit à petit. Et pour finir cette évolution, on se croise souvent. On se croise souvent avec Bruno, avec Dominique dans ces périodes-là. Parce que c'est avec Dominique qu'on a lancé le réseau du jardin partagé. Donc et du coup, on avait décidé de continuer à discuter, à avoir des réunions. Maintenant, on appelle ça des workshops. Des webinaires. Je sais. Voilà. En tous les cas, de penser ensemble des trajectoires, des stratégies. Et derrière ça, je ne sais pas si tu te rappelles, Bruno, ou Franck, ça me rappelle bien en tous les cas, c'est qu'on a créé un truc qui se dit, bon, il faut que ça soit un système, il faut qu'il y ait une notion de ferme, c'est urbain et c'est multiserviciel. Et on a bien pensé ce genre de truc, et on appelait ça des fumes. Du coup, on a changé de nom. C'est quoi les fumes alors, les Les fumes, ferme urbaine multiservicielle. Bon, on n'est pas très bon en com. Hein. C'est terrible. Mais en tous les cas, de se creuser là, prends ça, il fume. de se creuser là, a débouché cette approche des systèmes alimentaires de territoire qu'on a en commun. Et du coup, ce n'est pas des partenariats, c'est des complicités que nous avons depuis longtemps, qu'on a en commun. Et selon l'environnement de ce territoire, selon ses opportunités, mais aussi ses freins, ça débouche vers les archipels nourriciers, ça débouche vers le tiers-lieu nourricier à Sainte-Foy-la-Grande, etc., etc. Cette notion qu'il y a effectivement des lignes conductrices, je dirais en stratégie, inclusive, et de profiter de tout le spectre. Merci aussi à l'économie de la coopération et de la fonctionnalité de nous donner des petites feuilles de route sur ces coups-là. Ça veut dire aussi que nous, à Salutaire, on a créé il y a quelque temps un pôle recherche parce que changer d'échelle de sympathiques petits projets d'émulation sociale à l'échelle urbaine, ça demande beaucoup, beaucoup de travail à la fois sur la médiation sociale, sur les politiques inclusives et au niveau paysage, ce travail de cohérence sur un territoire au niveau paysage, à la fois de la production alimentaire et de sa transformation et de son accès à la consommation par tous. Et donc là, il y a un vrai travail sur les trames alimentaires sur les territoires pour rentrer en cohérence. Et nous, du coup, à Salutaire, on essaye, et quelquefois on y arrive, à travailler sur cette question-là, à cette échelle-là. Voilà. Merci Eric. Donc ce que tu nous dis en gros, c'est que nos histoires, là, nos projets, ce ne sont pas des gadgets, ce n'est pas des générations spontanées, ça s'inscrit dans des dizaines d'années d'expérience, de croisement
entre des mouvements associatifs, des expertises citoyennes, et qu'il faut en tenir compte. Tu nous dis aussi que c'est une relation systémique au territoire dans laquelle on prend l'écologie, on prend le social, on prend l'économie, et on situe la place de la personne dans cet environnement-là. Donc c'est très important de le dire, puisqu'on voit apparaître aujourd'hui, comme tu dis, des choses hyper tendances en termes d'agriculture urbaine, ou etc., qui effectivement vont avoir les mots-clés, mais peut-être pas le recul nécessaire sur cette expérience. Voilà. Et les collectivités doivent se positionner aujourd'hui par rapport à ces dispositifs. Dominique, tu voulais ajouter quelque chose? Après, on vous donnera la parole, parce qu'il y a des collectivités, il y a évidemment plein d'acteurs de territoire qui font des choses sur ces sujets-là et qui ont envie de dire des choses. T'as un micro. Oui. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et justement en lien avec ce que disait Eric, j'ai envie de dire qui ne bénéficient pas de retour d'expérience, qui ne prennent pas le temps du retour d'expérience, parce qu'effectivement, toutes nos affaires ne sont pas forcément que des idées neuves. Il y a eu de l'expérience, il y a eu des tentatives, il y a eu des propositions qui sont peut-être arrivées trop tôt dans leur temps par rapport à la capacité d'un certain nombre d'acteurs de les comprendre et de les soutenir, et que souvent c'est ça qu'on rencontre dans effectivement ces nouvelles idées. Et cette expérience et cette réflexivité, elle n'est possible aussi que si l'on a marché avec les gens, si on a partagé une vie avec les gens, si on a cette altérité avec les gens. Et c'est ça que je trouve aussi très important de souligner. Cette expérience, c'est celle qui, à un moment donné, a fait que coûte, parce que j'ai oublié tout à l'heure, j'ai fait une digression, puis je ne suis pas allé jusqu'au bout de la question que tu posais. Donc je voudrais quand même revenir parce qu'elle me paraît importante par rapport à l'expérience de Cocagne. Quand je disais que moi j'étais plutôt optimiste, il y avait aussi les acteurs de l'aide alimentaire qui s'étaient exprimés, pas tous si mal que ça non plus. Je trouvais que ces idées qu'on proposait, ils les relayaient quand même, je pense, plus que ce que j'ai été amené à constater jusqu'ici. En fait, l'autre expérience que nous pouvons aussi avoir du Covid, c'est que nous avons été en situation à Cocagne d'avoir à rediffuser des paniers que nous ne pouvions pas forcément tous domicilier là où c'était prévu, puisque les points de dépôt pouvaient être, et les abonnés pouvaient être en mesure d'aller chercher leurs paniers, que grâce au soutien de fondations et de la DGCS, nous avons pu redirectionner ces paniers dans l'aide alimentaire d'urgence. L'aide alimentaire d'urgence, c'était comme interlocuteur des CCAS, c'était éventuellement des banques alimentaires, qui nous ont dit oui tout de suite, parce que de toute façon, on était dans un tel dénuement que les certitudes et les habitudes de travail est nécessairement craquelées, et que dans ce craquellement, dans cette impossibilité de faire les trucs de façon un petit peu ronronne, eh ben, du nouveau peut advenir. Pourquoi je vous signale ça? Parce que souvent les arguments qui nous sont opposés, alors je dis les banques alimentaires ou les acteurs de l'aide alimentaire qui sont après les banques, les acteurs associatifs. Souvent, l'argument qui nous est opposé, c'est que les gens ne sont pas intéressés par les produits. Et là, il n'y a pas eu de perte de produits, les gens étaient intéressés pour le produit. Autrement dit, parfois on décide à la place des gens. Alors il ne s'agit pas de critiquer l'action des CCAS, etc., qui font, je pense, un travail remarquable, mais on décide souvent aussi à la place des gens. En revanche, ce que j'ai précisé, et je pense que c'est aussi très important d'en tirer un enseignement, c'est qu'il ne suffit pas de donner le micro aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Il y a une telle lourdeur, une telle sensation de déposition que cette réhabilitation de mon pouvoir d'interagir sur les choses nécessite des formes de, j'ai envie de dire presque rééducation, réautorisation, processus. On appelle ça quoi d'habitude? L'éducation populaire. Voilà. Donc il y a un enjeu pour moi de réinventer l'éducation populaire. Et quand on parle de ces trucs qui peuvent faire un peu gadget, parce qu'ils empruntent aussi à un terme en tendance qui est les tiers-lieux, créer des lieux d'intermédiation, des lieux de réconciliation, des lieux de réconciliation avec l'idée que je peux interagir sur les grandes fonctionnalités de ma vie, parmi laquelle l'alimentation, ces lieux-là, il est impérieux, concomitamment au système alimentaire, d'organisation des filières alimentaires, de le faire naître pour que tout le monde soit invité au festin, de pouvoir manger sainement et de façon diverse.
Mais il faut quand même qu'on vous laisse la parole. Je voudrais juste redire un petit mot sur est-ce qu'on doit être optimiste ou pessimiste aujourd'hui, notamment par rapport à cette réunion ministérielle. Moi, je suis plutôt d'un tempérament optimiste, même très optimiste normalement, mais je partage le pessimisme d'Éric. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on avait les mêmes discussions. Donc c'est quand même un peu affligeant. Et là, il y a un grand danger de se redire que la bonne solution, c'est la fuite en avant, c'est la distribution alimentaire, etc. Et donc, moi, ce que j'ai senti dans la réunion au sommet, c'est qu'il y avait dans l'administration centrale, à la DGS, des gens qui entendent bien ce qu'on dit, qui aimeraient que ça se développe, mais qui sont entourés d'abord d'associations très nombreuses qui pensent le contraire, et puis de ministres qui sont au diapason de l'opinion publique. Et l'opinion publique, elle pense quoi? Elle pense que la distribution alimentaire, c'est vachement bien. Ça évite le gaspillage, puis c'est quand même déjà bien pour les pauvres, et puis voilà. Et puis même, il y a des personnes pauvres elles-mêmes qui disent oui, ça nous rend bien service quand même. Mais oui, de temps en temps, quand ils n'ont pas le choix, ils mettent leur dignité dans leur poche, et puis ils y vont, quoi. Donc l'opinion publique joue un rôle très important, et l'opinion publique, elle n'est pas acquise à tout ce qu'on dit là, quoi. Et donc ça, il faut être vigilant aussi, parce que c'est bien d'avoir des petites actions formidables, porteuses d'espérance, etc. Mais en quoi ça transforme l'opinion publique aussi? C'est une dimension que nous, au Secours catholique, à laquelle on est assez attentifs, parce que c'est ça qui fait les basculements, et c'est ça qui fait qu'un ministre, il va penser un peu différemment. Pour l'instant, il pense comme l'opinion publique, donc il pense que voilà, tout ça c'est quand même plutôt favorable, et il faut mieux l'organiser pour que ce soit plus performant. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les émergences qu'il y a en ce moment, avec des nouveaux maires écologistes, on a à Bordeaux, on a un nouveau maire écolo, à Lyon, etc. Il va y avoir des réflexions sur la sécurité sociale alimentaire, c'est ce qui s'était inscrit dans le programme du maire de Bordeaux, sur des fermes urbaines, etc. Mais tout ça, si ça n'est pas pensé dès le départ, avec des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, avec des personnes pauvres, des personnes qui ont cette expérience, j'allais dire, viscérale, de dépendre de la distribution alimentaire, ça sera encore à côté de la plaque, ça sera récupéré, comme Éric l'a dit, par une population bobo, et donc tout le monde va trouver ça formidable, mais les pauvres seront encore les dindons de la farce. Donc là, on a quelque chose vraiment à jouer très 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 fortement, et les élus locaux qui sont là, et les responsables des municipalités, ont à se dire que comment ils vont inventer des façons originales, et c'est pas facile, hein, comment ils vont inventer des façons d'associer les personnes les plus fragiles à la réflexion qui va être menée, sinon on est quasiment sûr que ça sera à côté de la plaque, et qu'ils seront contraints de continuer à aller aux distributions alimentaires. Voilà, donc c'est ça qui me rend un petit peu parfois pessimiste, parce là on est à un tournant, et il faut qu'on soit extrêmement vigilant ensemble. Merci. Qui souhaite intervenir? Valérie, je sentais que non, bon. Qui souhaite intervenir parmi vous? Tout le monde se regarde. Ça dit... Ah. Alors si on se passe tous le micro, bon. Toujours pareil. Je vous passe le micro, mais vous lavez les mains. Voilà. Et vous avez les mains. Bon, parfait. Je suis Patrice. Je suis responsable aujourd'hui d'une association intermédiaire et d'un collez bien le micro, on t'entend pas. Et d'un chantier d'insertion par le maréchal. Ça marche? Voilà, mais il faut vraiment... Voilà. Il y a 15 ans, j'étais responsable d'un CCAS. J'ai rencontré Madame Fayet dans le cadre de l'Union nationale des CCAS. Au sein du CCAS, on avait une épicerie sociale qui était à l'époque, il y a 15-20 ans, un élément fondateur de l'action sociale. Non, en fait, madame, s'il vous plaît, je pense que vous êtes un petit peu loin. Ah. Ça ne veut pas dire que le micro va bien. Ça, c'est le problème des Amish, hein, c'est tout pourri comme... voilà. C'est bon? Ah, voilà. Oui, donc c'était un élément structurant de l'action sociale du territoire, et à l'époque, c'était novateur. Aujourd'hui, chantier d'insertion, aide alimentaire via le maraîchage biologique, une autre démarche, super intéressante aussi. Et quand j'écoute nos échanges, en fait, je me dis, à l'époque, l'UNCAS,
c'était un lieu d'émulation, de réflexion, de progrès. Et voilà, c'était l'action sociale à l'époque via l'aide alimentaire. Et on était dans le réseau NCAS. Aujourd'hui, réseau de Cocagne, réseau de culture, enfin de culture agricole, un autre réseau. Et on avance tous. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans la conclusion, c'est comment fédérer nos réseaux, comment aller vers l'éducation populaire, qui regroupe ces différents réseaux qui tous ont les bénéfices de ce qu'ils sont et qui font avancer les petits groupes dans lesquels on se trouve, mais effectivement sans rivalité, en structurant et en réfléchissant de manière collective et trans-réseau. Merci. L'unité, hein, ce combat sans fin. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions enfin d'autres questions, interventions? Oui, alors voilà, vous nous rejoignez, c'est encore l'idéal. Je voulais parler. Bonjour, je m'appelle Cocagne, je suis l'écu de Saint-Pierre. Et j'ai pensé à votre propos à propos de la politique. Est-ce que c'est normal que la politique se fasse en fonction de l'opinion publique? C'est pas une erreur à tous les niveaux. Et c'est pas une bonne idée de définir les privilèges, parce que l'accès à la culture à travers la distribution, c'est un privilège, c'est une facilité, mais c'est une facilité quantitative. Est-ce que c'est pas le moment de passer au privilège qualitatif? Une nourriture, nourricière, nutritive, et ouais, passer à d'autres privilèges, changer de perspective. Voilà, merci. Ouais, je pense qu'on va être d'accord hein, sur cette proposition. Néanmoins, vous posez quand même une question, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Donc l'enjeu de faire du qualitatif quand on touche plus de 10% de la population sur l'aide d'urgence, c'est un des sujets. Christian, mais il y avait Jean-Francis qui voulait intervenir. Le local de l'étape. Voilà, je suis à Paris-Cocagne, le jardin de Cocagne qui est juste en bas. J'ai juste une question, vous faites du plaidoyer national. Vous savez, par exemple, sur les émissions carbone, on raisonne de la mine jusqu'aux déchets. Est-ce que dans vos plaidoyers, vous intégrez la logique au niveau alimentation, du champ jusqu'aux déchets? Très clairement, par exemple en Ile-de-France, on a des publics d'insertion importants, mais on n'a plus de ceinture maraîchère. Et c'est vraiment un problème politique national, donc vous faites du plaidoyer national. Est-ce que c'est ce genre de dimension, vous l'intégrez dans votre réflexion sur le sujet? Oui, ça c'est une question très importante. C'est-à-dire que la question de l'alimentaire ne peut pas être distinguée des enjeux de réforme du système agricole lui-même et des territoires agricoles. Ça, on travaille là-dessus. Christian, peut-être tu nous rejoins? Ouais. Christian est notre grand témoin, vous le retrouvez en conclusion, voilà. Mais là, il a envie de témoigner avant. C'est un grand ami. Là, il donne une Oh, bonjour. J'ai été très intéressé par la double entrée pessimisme, pas pessimisme. Ce point-là, je rebondis sur la question de la politique. Le point de vue qui est le mien, c'est que on ne peut pas demander à des ministres ou à des élus de se dégager de l'opinion publique. On ne peut pas le faire. Donc si on cherche à changer la politique par ce biais-là, on va dans l'impasse. La démocratie parlementaire, la démocratie élective, repose, à travers les élections, sur le lien avec l'opinion publique. Donc, on ne peut pas demander à les gens de faire autrement que ce qu'ils font, ce pourquoi ils ont été élus. Là, vraiment, c'est vraiment une impasse. On a besoin de réfléchir à un autre type de démocratie complémentaire de la première. Moi, j'appelle la démocratie sociétale. C'est-à-dire qui est renvoyée à un engagement que nous avons les uns et les autres dans la société civile, qui fait que notre travail débouche sur une autre orientation. Cette autre orientation, elle ne peut être que minoritaire. Elle ne peut être que... Il faut accepter cette situation. Il faut accepter... on ne bascule pas comme ça dans des choses qu'on aimerait, mais qui ne sont pas atteignables. Et on a besoin de cette cette autre forme de la démocratie sociétale qui repose sur l'engagement, construise des dispositifs que vous êtes en train de faire à le réseau Cocagne avec les pôles alimentaires.
et avec les contributions des écopoles alimentaires, avec les contributions d'Éric et de partenaires, parce que là, il y a un espace d'expérience qui s'ancre dans le réel, dans les territoires, qui vous donneront une force pour poursuivre votre action, et alors d'assumer ce que vous avez engagé comme discussion à propos de la... pour pas faire pour et faire avec, pour reprendre ton expression, Éric, c'est-à-dire donner une réponse à la question de la précarité, et pas simplement une solidarité par la charité, mais qui est une solidarité par la coopération. On a un grand titre, égalité, fraternité, mais la solidarité, il faut la construire par la coopération de personnes qui sont différentes, qui se donnent une perspective commune. C'est ça la sortie, pour moi, de la précarité. Cette coopération dans le travail permet de réunir des personnes qui ont des compétences différentes, qui ont des histoires différentes, qui sont de générations différentes. Mais à travers cette coopération, dans ces écopoles alimentaires, il y a une véritable orientation stratégique, qui est une orientation politique, et qui va vous permettre, de mon point de vue, de sortir des impasses que vous avez extrêmement bien exprimées. Je me permets de vous appeler par votre prénom, parce que tout le monde le fait, Véronique. On voit bien tout ce que vous avez exprimé, et on sent bien qu'il y a nécessité de se sortir de ces impasses. Et je pense qu'on doit revenir sur ce rôle essentiel de ces écopoles alimentaires et de la coopération dans le travail qui donne une solidarité spécifique. Il n'y a pas une déclaration, elle engage tous les jours. Et quand on trouve des lieux, des terriers ou d'autres, pour discuter des formes que l'on prend dans cette coopération, des difficultés qu'on rencontre, alors les échanges commencent à se construire et la compréhension qu'on peut avoir de l'autre se construit. Parce que les mots ne suffisent pas. Il faut comprendre pourquoi les gens utilisent tel ou tel mot en revenant derrière les mots sur l'intention des personnes que nous avons avec nous. Merci Christian. Je vous laisse méditer 2 secondes sur l'intention derrière les mots. Alors, ce que tu dis aussi, c'est qu'il ne suffit pas de créer des dispositifs matériels pour répondre à des situations, mais bien créer les conditions et le financement des conditions pour générer cette solidarité et cette construction économique coopérative. Et ça, elle ne se décrète pas parce qu'on a balancé une serre dans un champ. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Qui souhaite intervenir? Il y a plein d'acteurs du réseau Cocane ici qui auraient des choses à dire. Sandrine, par exemple Non, parce que il y a des gens qui construisent. Non, il y a des gens qui construisent des choses en ce moment dans les territoires qui sont très ambitieux et très très intéressants. Est-ce que vous voulez témoigner là-dessus? Est-ce qu'il y a un petit mot sur les territoires zéro chômeur? Alors sinon, on va revenir sur territoire zéro chômeur. Pourquoi? Parce que territoire zéro chômeur, c'est un enjeu qui nous concerne tous, au sens où l'insertion par l'activité économique est un sujet qui se renouvelle d'une manière réglementaire et politique presque tout le temps, et que la proposition territoire zéro chômeur que vous connaissez tous peut-être, et effectivement questionne les formes actuelles de l'activité d'IAE, d'insertion par l'activité économique. Donc peut-être Véronique, vous pouvez nous dire effectivement pourquoi vous soutenez ce projet et en quoi sa généralisation vous semble répondre, entre autres, à cette question de la construction de la solidarité, de l'autonomie des personnes, d'un débouché politique, sociétal, et peut-être aussi d'un enjeu alimentaire, puisqu'on sait que dans les territoires zéro chômeur, systématiquement, il y a un atelier production agricole et alimentation. Oui, je pense que les territoires zéro chômeur viennent bien concrétiser ce qui vient de dire par Christian. Je fais une toute petite parenthèse sur le plaidoyer, là, sur la dimension du plaidoyer. Effectivement, il faudrait faire du plaidoyer sur tout. Et donc la meilleure façon de le faire, c'est de faire des alliances. Parce que nous, par exemple, Secours catholique, on n'est pas compétent sur tout. Et puis on devient de plus en plus compétent sur certains domaines, mais vous avez compris, et vous avez sans doute cette image, qu'il y a quelques années, le Secours catholique était carrément dans la distribution alimentaire, les vestiaires, etc. C'est l'image un peu vieillotte que tout le monde a. Bon, on a fait une vraie révolution fraternelle, nous on appelle ça la révolution fraternelle, donc on est maintenant totalement sur autre chose, mais on n'est pas compétent sur tout. Donc on fait des alliances, et on a par exemple
un réseau qui monte en puissance qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce réseau de plaidoyer qui est quand même très intéressant parce qu'il y a dedans des associations de solidarité comme ATD Quart Monde ou le Secours catholique ou Emmaüs, des associations environnementales donc comme France Nature Environnement, FNH, etc. Et puis des syndicats réformistes, CFDT, UNSA, etc. Donc là, on voit bien qu'on a une palette de compétences complémentaires et quand on intervient collectivement, chacun a ses spécialités, mais parle au nom du groupe et je pense que c'est une bonne façon de faire un plaidoyer très poussé sur certains sujets sur lesquels on n'a pas tous vraiment la compétence. Donc ces réseaux sont vraiment utiles et ça revient à ce que disait Madame tout à l'heure. Les alliances de réseaux, forcément, c'est très très important. Alors sur les territoires zéro chômeur, il faut redire un peu ce qu'ils sont profondément pour qu'on comprenne bien comment c'est vraiment en adéquation avec tout ce qu'on a dit depuis ce matin. En fait, c'est parti d'une intuition d'ATD Quart Monde, et il faut rendre à César ce qui est à César. On va créer de l'emploi à partir des compétences des chômeurs de longue durée. Et ça, c'est ça qui est révolutionnaire. Parce que d'habitude, on a des emplois, puis on s'étonne que les gens ne rentrent pas dedans, parce que soit ils ne veulent pas, donc ils refusent, ils n'ont pas la formation, ou alors c'est trop loin de chez eux, donc on va vite les accuser de faire exprès de ne pas retourner au travail, quoi. Et là, donc, on pense à l'envers. Donc, sur un territoire limité, sur lequel il y a 200, 300, 400 chômeurs de longue durée, mais pas plus, sur un territoire limité, on commence par rencontrer tous les chômeurs de longue durée. Et par leur dire, au fond, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie? Qu'est-ce que vous n'avez plus envie de faire, que vous ne voulez plus jamais refaire? Voilà. Quels sont vos projets, vos rêves, etc. On part de tout ça, on part de toute cette compétence des gens et on la met en adéquation avec des besoins d'un territoire, soit qui existent et qui sont déjà formulés, soit qu'il faut faire émerger. Et c'est là toute la force du projet, c'est que du coup on met autour de la table des chômeurs de longue durée et tous les acteurs du territoire qui sont par définition passionnés par leur territoire, qui adorent leur territoire, ils ne l'ont pas quitté, ils ne sont pas partis à la ville, ils sont toujours là, mais ils sont écrasés par les problèmes de chômage, de désindustrialisation, etc. Et donc, il peut y avoir, en premier lieu, évidemment, les élus locaux, mais aussi les services de l'État, mais aussi Pôle emploi, mais aussi le syndicat d'initiative, mais aussi l'association de protection de telle rivière, ou l'association de sauvegarde de l'église machin, il peut y avoir le syndicat d'initiative, des entreprises, des artisans, etc. Donc voilà, on a autour de la table des gens qui aiment leur territoire, qui sont passionnés, qui veulent le faire vivre, et qui ensemble se disent quels sont les besoins du territoire. Et donc, dans le processus de création d'un territoire, il y a tout un moment où les chômeurs de longue durée sont bénévoles, entre guillemets, où ils cherchent du travail. Et donc ils regardent, ils rencontrent les associations, ils rencontrent des gens qui tiennent des chambres d'hôtes, ils rencontrent des petites entreprises, pour savoir quels sont leurs besoins, quels sont les besoins des personnes âgées, quels sont les besoins en termes d'alimentation, etc. Et ils inventent des emplois nouveaux, donc plutôt autour de l'économie verte, autour de l'économie douce. Voilà. Et donc le système de financement, en faisant très très simplifié, parce que c'est quand même très très complexe, c'est que les dépenses passives, donc qui servent à faire vivre un chômeur de longue durée par différentes allocations, qui sont évaluées à environ 18 000 € par an, en fait sont versées à un fonds national et donc permettent de financer un salaire. Alors 18 000 €, ça finance pas à charge comprise, ça finance pas un SMIC à plein temps. Donc ça veut bien dire qu'il y a un financement public, la dépense passive devient active et donc permet de financer un salaire. Mais il faut aussi que l'entreprise puisse vendre ses services. Pas forcément très cher, mais qu'elle puisse les vendre. Et tout l'enjeu actuellement, c'est de trouver cet équilibre économique qui est vraiment un chiffre d'affaires, que les services rendus puissent être facturés à un juste prix qui permet à la fois
que ça soit utilisé et en même temps que ça fasse vivre l'entreprise. Je prends un exemple, le territoire de Thiers a mis en place un transport pour des personnes qui travaillent très tôt le matin ou très tard le soir, et donc des boulots de ménage ou des choses comme ça, et qui n'avaient pas de moyens de transport. Le coût du transport, c'est, je sais pas, entre 5 et 10 euros, mais les personnes qui l'utilisent ont des si petits salaires qu'il est impensable de leur demander plus que 1 euro, par exemple, pour le trajet. Donc, voilà. Donc c'est 1 euro de chiffre d'affaires, voilà, c'est pas le coût. Et donc il y a cet équilibre à trouver entre la transformation de dépenses passives en dépenses actives et un vrai prix de vente d'un certain service. Voilà. Donc c'est une expérience qui est quand même fructueuse. Sur chaque territoire, il y a actuellement 10 territoires qui avaient été proposés dans la première loi. Sur chaque territoire, il y a plus d'une centaine d'emplois qui ont été créés. Et donc les députés avant-hier en commission des affaires sociales ont voté à l'unanimité une deuxième loi grâce à un lobbying très puissant et très très actif d'une association qu'on a créée avec ATD Quart Monde, avec Emmaüs, avec d'autres. On a fait beaucoup de lobbying auprès des députés. Donc ils ont voté une deuxième loi et il y aura donc 60 nouveaux territoires dans les années qui viennent, au fur et à mesure qu'ils seront prêts à le faire, parce que ça demande un énorme travail en amont de co-construction, de connaissances, de rencontres, de co-élaboration. C'est quand même pas simple, mais c'est très fructueux. Et alors il faut éviter d'employer le terme généralisé qui nous vient tout spontanément à l'esprit, parce que c'est le grand désir de l'administration française de se dire on peut ou on ne peut pas généraliser à tout le territoire. Or en fait, c'est impossible de généraliser, parce que la force du système, c'est que ça repose sur des acteurs locaux d'un territoire bien défini. Donc il faut accepter que ça sera, alors peut-être un jour sur 1000 territoires, mais pas sur tout le territoire français. Il y aura des trous, il faut l'accepter. Voilà. Mais le jour où on dit c'est un truc national, les préfets sont chargés de l'appliquer partout et ça va partir de la préfecture, c'est mort. Voilà, c'est mort, il n'y a plus d'intelligence collective, il n'y a plus de création collective par des passionnés, par des gens qui ont de l'imagination, qui ont envie que ça marche, qui se donnent à fond pour ça. Voilà. Donc c'est juste la petite prudence que l'on a, en disant non, c'est pas de la généralisation, c'est une augmentation progressive du nombre de territoires, la recherche d'un modèle économique de plus en plus fiable, c'est pas encore tout à fait gagné, il y a des tas de débats contradictoires, il y a des tas d'évaluations contradictoires, etc. Mais ça rejoint tout à fait nos préoccupations, parce que dans tous les territoires, il y a des programmes de développement d'agriculture, de développement alimentaire, voilà, donc c'est beaucoup et très naturellement axé sur l'agriculture, l'alimentation, une alimentation de proximité, le lien avec les agriculteurs locaux, etc. Donc on est vraiment dans le même sujet et dans des territoires. Pour l'instant, il n'y en a que 10, bientôt il y en aura 70, où il faut qu'on travaille ensemble sur ces questions-là. Je vous remercie. On va clôturer. Dominique, peut-être un dernier mot ? Oui, enfin... Tu as ton micro. Oui, pardon. Désolé. Eric aussi, un dernier mot. Oui, enfin, comme je le disais, hein, nous sur la méthode, la démarche, dans son fond et sa méthode, on trouve ça vraiment intéressant, au sens où on est bien dans des activations de dépenses passives. Une parole qui est donnée aux intéressés. Ils sont vraiment inclus, mis dans la boucle de qu'est-ce qui pourrait éventuellement être des formes d'avenir économique. Maintenant, je pense qu'aussi le challenge, mais c'est souvent, je pense, pointé par les acteurs même de territoire, les promoteurs des territoires zéro chômeur longue durée, c'est que sur certains enjeux, d'autant plus que dans le modèle économique, il est prévu aussi de pouvoir vendre les services, il y a un enjeu de professionnalisation. Ce qui ne veut pas forcément dire d'exigence professionnelle très forte et discriminante, hein, mais quand même de professionnalisation. Voyez-vous, par exemple, nous on le sait très bien, dans l'agriculture, si on veut quand même des abonnés qui ne se désabonnent pas quand même au bout de 6 mois, il faut savoir cultiver 60, 80 variétés différentes de légumes. C'est un métier, c'est un travail, c'est assez technique. Charge à nous après dans nos process de pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent à des gens pas forcément qualifiés dans l'agriculture de trouver plein et entière
place dans l'économie. Du coup, notre démarche, elle est un petit peu différente, mais je pense très cousine, très voisine, c'est de promouvoir des formes de multifonctionnalité, promouvoir plutôt la multifonctionnalité et des logiques territoriales, d'écopoles par thématique, d'écopoles économiques, de pôles territoriaux de coopération économique, qui vont non seulement inclure les gens, et je pense qu'on aurait encore, dans donner marge de progrès, beaucoup à apprendre de l'expérience de territoire zéro chômeur longue durée, les personnes dont on pourrait aussi parfois, parce qu'on les fréquente, parce qu'on travaille avec elles, décider un peu à leur place de ce qu'ils veulent faire, parce qu'on pense qu'on les connaît bien, donc et d'être dans le même écueil que ce que je dénonçais par rapport au CCAS, mais en même temps, d'intégrer aussi les professionnels qui essayent aussi de vivre de l'activité économique territoriale, enfin dans le cadre d'une activité économique territoriale, c'est-à-dire de regrouper des producteurs, de regrouper des distributeurs et de voir comment, d'un point de vue productif, logistique, services associés, je pense notamment à ouvrir les chakras des mangeurs, etc., accompagner les mangeurs, leur permettre de reprendre en main leur destin alimentaire, faire de la citoyenneté alimentaire au travers de ces lieux d'intermédiation qu'on appelle les tiers-lieux, moi j'appelle ça les places à vivre. Des endroits où on va trouver des vivres. Voilà. Et pas forcément 4 murs, derrière 4 murs. Ça peut être aussi au pied de nos champs que ça peut se faire tout ça, hein, si on est un petit peu inventif, de faire en sorte qu'avec ces écopoles, on recrée effectivement des économies beaucoup plus inclusives, beaucoup plus participatives, où en fait tous les avis de chaque niveau de partie prenante, du producteur au mangeur, sont pris en compte. Voilà. Donc cette dynamique d'écopole, je ne sais pas si on aura l'occasion de la réaborder, mais sachez qu'il existe un peu de documentation là-dessus et que pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous pourrez tomber certainement sur ces projets-là. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant que ces démarches, qu'elles cousinent, qu'elles puissent se fréquenter. Et j'en profite aussi pour dire, pour terminer, cette histoire de démocratie sociétale, vous avez bien compris, madame, Christian Duterte ne vient pas de sortir de son chapeau. Hein, parce que vous disiez ça, puis il dit tiens, il faut faire une démocratie sociétale, c'est une très bonne idée, madame. C'est-à-dire que ce constat que vous avez fait, ça fait déjà un petit peu longtemps qu'on est en train de le faire. De ne pas tout attendre de la démocratie représentative, parce qu'on s'aperçoit effectivement à quoi elle est subordonnée, aussi aux logiques du public management, hein, donc des approches très comptables, etc. Est-ce que ça va craquer avec le Covid? On n'en sait trop rien. A priori, bon, il y a un R2, mais on n'est pas sûr. Mais à côté, il y avait aussi la démocratie sociale, les syndicats, etc. Et Dieu sait qu'à un moment donné, on voit aussi comment cette démocratie s'est encrouée aussi dans des formes de défense d'intérêts corporatistes qui sont bien évidemment de bonne loi, mais qui ne permettent pas forcément d'intégrer toute la réalité de l'évolution de ce qui serait intéressant de construire avec les gens, pour et avec les gens. Et du coup, n'étant pas forcément complètement reconnu, sauf sur des appels à projets, etc., mais vous voyez bien comment ça... Hein, maintenant, pour répondre à un appel à projet, il faut le faire en 300 mots par truc. Il faut mettre une petite vidéo, hein, qui va vous durer une journée, mais pour 2 minutes. Et maintenant, il faut faire appeler vos copains pour qu'ils votent pour vous. Hein, vous voyez comment on est ridiculisé par rapport effectivement à notre mission sociale, parce que effectivement, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas notre boulot. Hein. Bon, mais on voit bien qu'on est orphelin de tout ça, et que c'est important aujourd'hui de créer les conditions de l'émergence de ces formes nouvelles d'intervention, coordonnées, confraternelles, qui permettraient effectivement de construire une autre façon de faire un autre faire ensemble, une autre façon de faire société autour des questions fondamentales comme s'alimenter. Voilà. 100% avec la conclusion de Domi, du coup, c'est quelques mots. Je voulais dire que, effectivement, cette notion de démocratie sociétale que apporte Christian avec cette définition-là, elle reprend un peu pour moi ce que je définissais à l'engagement politique. C'est-à-dire à la hauteur, par exemple, moi personnellement, de ma fonction de co-gérant d'un bureau d'études spécialisé dans le paysage nourricier, je fais de la politique et je m'engage effectivement, et j'ai un parti pris, et je m'engage avec une approche systémique, avec des méthodes inclusives et à l'échelle de territoire pour mettre en place effectivement une politique alimentaire qui me semble cohérente par rapport à un état de société que j'ai envie de vivre avec les autres. Donc ça, c'est pour moi cette notion-là. Et entre vieilles idées ou nouvelles idées, c'est que oui, je pense réellement
que les idées d'abord appartiennent à ceux qui les font vivre, donc qui sont en action. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas repenser de nouvelles idées. Ça veut dire qu'il faut les faire vivre, il faut les expérimenter, il faut aussi les évaluer pour voir encore en termes de retour d'expérience, pour en faire effectivement des approches. Ça veut dire grosso modo que, à mon sens, une des qualités d'un porteur de projet, c'est la pugnacité. Ben, ça fait peut-être, je veux dire, la notion de jardin ouvrier, c'était déjà une politique publique alimentaire qui date de l'abbé Volpette en 1874. Non, pas 74, 1894. Puisque l'abbé Lemire, c'est 96, je crois. On s'en fout. J'aurais dit pas 92. tout à fait. Mais je veux dire, c'est déjà des politiques alimentaires qui datent de l'époque, étaient modernes, derrière des aspects qu'on jugerait aujourd'hui conservateurs. Il y a des idées. L'important, c'est de les appliquer, effectivement, dans son territoire, selon son contexte d'environnement et d'actualité. Et ça, pour moi, un des premiers critères, c'est ne rien lâcher. Si, effectivement, l'opinion publique, la simplicité intellectuelle fait qu'on confie la sécurité alimentaire aux grands distributeurs, il est temps de ne rien lâcher.